Le chef de l'État congolais arrive à l'Élysée. Première journée, on constate qu'il n'y a pas de tapis rouge. Qu'on ne peut pas mettre les tapis rouges là où vont rouler les voitures. C'était comme assez... Je ne comprends pas cette polémique, d'où elle vient. Il y a des gravillons qui sont posés quand vous entrez avec les véhicules officiels. Vous devez faire un tour, le président est à faire un tour. Des minerais de la République démocratique du Congo ou inventoriés par la France. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une porte ouverte encore à l'hégémonie française? RGM, qui est un service français de géologie, a eu la possibilité, aura la possibilité d'aller expertiser ce qu'on appelle les rejets de la gécamine. Parce que la gécamine, tout au long de son existence de près de 100 ans, avec les technologies de l'époque, il y avait effectivement des minerais qui étaient exploités. Willy Kalenga, est-ce que l'absence du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, n'a pas pesé dans cette visite officielle parce qu'on se pose la question, peut-être il avait plus de données, plus d'éléments à apporter? En ce qui est mis en jeu, c'est quand même la vie de notre nation, la dignité des hommes et des femmes qui ont décidé de servir l'État. L'État, c'est quand même un grand service. Moi, je ne disculpe personne, mais je considère qu'à l'état actuel du dossier, nous devons nous garder de faire des commentaires. Je sais que j'ai vécu à Paris quelque chose comme... De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous sommes en connexion avec Willy Kalengai. Willy Kalengai est un journaliste professionnel. Il est le directeur général de Géopolis TV et de plusieurs structures qui l'accompagnent. Il est spécialiste dans les questions de conjoncture et dans les questions économiques. Avec lui, nous allons monter cette analyse par rapport au voyage du président congolais Félix Tshisekedi à Paris. Voilà, Monsieur le Président, cher Félix, ce que je souhaitais dire aujourd'hui. Je tiens une nouvelle fois à saluer votre présence, qui est celle d'un ami, du président du plus grand pays francophone au monde, mais aussi du président d'un grand pays d'Afrique où se jouent beaucoup des questions sécuritaires, mais aussi beaucoup des questions de développement économique, naturel, et que nous accompagnons et accompagnerons dans la durée. Vous pouvez compter sur la détermination de la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Emmanuel. Merci d'abord pour l'accueil qui me rend un peu jaloux, parce que à Kinshasa, on n'avait pas fait pareil. Là, je crois que la France nous a battus. Donc nous avons une revanche à prendre. Et donc, vous êtes cordialement à nouveau invité en République démocratique du Congo, cher ami. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu à Paris pour une visite. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi ce voyage? Quelles sont les retombées de ce voyage à Paris? Nous allons le voir avec Willy Kalengai, que je m'en vais saluer à cet instant. Willy Kalengai, nous vous saluons. Je vous salue aussi, Symphorien. Merci beaucoup de me donner encore l'occasion de commenter sur votre émission qui devient de plus en plus un espace obligé pour les grandes analyses sur notre pays. Un grand merci, Willy Kalengai. Si cela est possible, c'est grâce à votre apport aussi. Willy Kalengai, l'année passée, le président Macron est venu en République démocratique du Congo. Pour certains, sa visite s'est terminée en queue de poisson et certains disent que c'est la raison pour laquelle il n'était même pas venu au jeu de la francophonie. Le gouvernement de Kinshasa était un peu dur, mais cette fois-ci, nous voyons Félix Tshisekedi revenir à Paris. Selon vous, quel a été l'objectif de ce voyage? Est-ce que c'était pour rattraper ce qui a été fait à Kinshasa ou bien il y avait un autre agenda diplomatique du président Félix Tshisekedi? Willy Kalengai.
Voilà, merci beaucoup de me poser cette question. Je crois que de temps en temps, il faut que les informations telles qu'elles sont vécues triomphent, au-delà des spéculations, que je comprends d'ailleurs aisément dans un contexte assez polysémique et toxique. Néanmoins, je voudrais vous dire que le président Tshisekedi est arrivé ici en France. C'était une mission officielle, donc une visite d'État. Une visite d'État signifie que l'État français, dans ses composantes les plus importantes, veut rencontrer l'État congolais. Et au travers de toute la structure, la superstructure d'État. Donc, c'est pas simplement une visite de courtoisie, c'était pas une visite privée, c'est une visite d'État, une visite officielle. L'État français, donc, devait déployer l'ensemble de l'arsenal protocolaire pour accueillir Félix-Antoine Tshisekedi. Il faut le reconnaître, qui est déjà venu ici plus de 3 fois, mais pas en visite officielle. Aujourd'hui, c'était une visite officielle, donc une visite d'État avec un agenda précis. Voilà ce qui est à reconnaître, et surtout que cette visite officielle est une forme de réciprocité, parce que le président Macron, Emmanuel Macron, était venu en visite d'État aussi, vous l'avez suggéré tout à l'heure, en visite d'État à Kinshasa, et il avait été donc accueilli avec le protocole qui convenait. Réciprocité diplomatique oblige. Quand le président Tshisekedi arrive en France, il faut donc que le protocole d'État lui réserve l'accueil qui est dû à son rang. Voilà à peu près ce que je peux dire en trait d'émission dans ce commentaire. Willy Kalingai, pour un peu dissiper certaines incompréhensions au sein de l'opinion, le chef de l'État congolais arrive à l'Élysée. Première journée, on constate qu'il n'y a pas de tapis rouge. Beaucoup pensent que c'était un manquement. Vous qui étiez sur place, quelle est la vraie information que vous pouvez donner? Parce que le jour d'après, nous avons vu un tapis rouge pour le président congolais. Vous savez, il faut restituer les choses dans leur contexte. Le président Tshisekedi est arrivé en France. La première visite, il l'a d'abord rendue à l'hôtel des Invalides. C'est les voyages officiels dans ce genre de situations, en France surtout, quand vous avez un dignitaire étranger, et si vous l'avez invité sous le label d'une visite d'État, il commence sa visite d'abord par rendre hommage à la France militaire, à la France combattante, à la France des héros. C'est comme ça que le président est arrivé. Il est arrivé, donc les grands honneurs lui ont d'abord été rendus. Lui seul, sous les drapeaux français, c'était dans la cour de l'hôtel des Invalides. Vous allez arriver là-bas, vous allez trouver qu'il y avait un tapis rouge, là où il devait s'incliner pour pouvoir adresser ses hommages à la mémoire des Français qui sont morts pour la République française. C'était le premier jour donc qu'il est arrivé, c'était ce jour-là même que l'hommage lui a été rendu. Après, il est parti au Sénat, où il y avait un tapis rouge, hein, il ne faut pas douter un seul instant. Et puis il est parti, effectivement, à l'Assemblée nationale, où aussi un tapis rouge lui a été réservé. Maintenant, vous arrivez à l'Élysée, il faut être à l'intérieur de l'Élysée pour comprendre ce qu'il y a. À l'intérieur de l'Élysée, la partie où il s'est, lui, arrêté, c'est un peu comme une forme de parking. Quand vous entrez, les voitures ne sont pas autorisées à rouler sur le tapis rouge. Vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas mettre les tapis rouges là où vont rouler les voitures. C'était comme assez, je ne comprends pas cette polémique, d'où elle vient. Il y a des gravillons qui sont posés quand vous entrez avec les véhicules officiels. Vous devez faire un tour, le président a fait un tour. À la droite, il y avait la garde républicaine avec fanfare, ce qui est déjà la symbolique de la puissance française. Et puis à l'entrée, il y avait des gardes républicains en tenue officielle qui était positionné en V pour entourer la haie par laquelle il allait passer. Le président Macron est descendu donc du perron du palais présidentiel jusque là où il était descendu du véhicule. Et ils sont montés donc pour embrasser cette visite-là qui commençait. Ils sont donc entrés. Je ne pense pas que c'est à cet endroit-là. Moi-même, j'ai cherché un peu des images. Je ne vois pas quel chef de l'État à qui on aurait dévoilé un tapis rouge sur les gravillons. Ça serait quand même assez étonnant. Non, je crois que la visite a été officielle. Elle a été
le déploiement français a été total avec la garde républicaine. Donc, je disais que je ne peux pas entrer dans la polémique. Je sais que moi, j'étais à l'Élysée. Je sais que le président est entré avec son véhicule et ce véhicule a fait le tour de cette cour et il a été salué par la fanfare de la garde républicaine française. Et puis, Macron est descendu. Je crois qu'il est descendu jusque pratiquement sous les gravillons. Et il a pris son hôte avec lequel ils sont montés jusque sur les perrons. Ils se sont retournés pour prendre la photo officielle. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose que l'on peut dire pour pouvoir marquer d'une présence d'une visite officielle, une visite d'État. Je crois que c'est bien de faire la polémique, mais bon, moi je mange pas de ce pain-là et je crois que ce que j'ai dit est fondamentalement justifié. Mais je peux comprendre que les gens spéculent. Willy Kalinga, avant d'aller vers le fond, dissiper un peu les malentendus, il paraîtrait que la délégation officielle du chef de l'État a eu du mal à entrer parce que les personnes non officielles ont pris part, pour ne pas citer la famille présidentielle. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? J'étais là, vous savez, je comprends que les gens se posent toutes ces questions. Alors, il y a eu beaucoup de personnes qui ont accompagné le président ici en France, mais toutes les personnes qui ont accompagné n'étaient pas autorisées à venir à l'Élysée. La presse est arrivée 1 heure avant. Nous avons donc été checkés et autorisés à entrer. Nous sommes donc entrés le tout premier. Nous avons pris la place qui était la nôtre pour pouvoir attendre l'arrivée du président. Mais il y a eu aussi autre chose, c'est que les cabinets du président, donc notre ambassadeur, je crois, le ministre des Affaires étrangères, la directrice adjointe du président, la porte-parole et quelques officiels sont venus en même temps avec lui, avec quelques membres de la famille, donc 2 ou 3 personnes, sans oublier qu'il y avait effectivement, au même moment, nous avons appris qu'il y avait 3 déjeuners. Donc, il y avait un tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi, mais il y avait aussi un dîner entre Brigitte Macron et Madame la première dame de la République du Congo, Denise Nyakeru, qui aussi, avec la première dame française, avait aussi leur déjeuner, auquel déjeuner étaient conviés les enfants. Donc, il y avait effectivement les enfants de Tshisekedi, de la famille présidentielle, qui étaient conviés à ce déjeuner. Et puis, il y avait un 3e déjeuner. C'était les officiels français et les officiels congolais. C'est comme ça que quand Madame Macron avait déjà été introduite dans le salon où elle devait recevoir la première dame congolaise, elle a donc fait venir ses propres invités à elle. C'est comme ça que le président étant encore du côté à droite, vers la gauche, on a donc libéré l'espace pour laisser passer cette... je crois, 3 jeunes dames hein, et qui sont parties à gauche vers le salon où ils étaient et elles étaient attendues. Nous étions là, c'est ce que nous avons appris. Et puis, maintenant, les côtés officiels, ils devaient d'abord attendre que les 2 chefs d'État fassent un premier briefing de quelques secondes. Quand ils ont fini de discuter, on les a invités maintenant à rejoindre les équipes. Donc, pendant que nous étions là, les déjeuners étaient organisés pour 3 groupes différents. Le président Macron en tête-à-tête avec le président Tshisekedi. D'autre côté, la première dame française et la première dame congolaise et les familles étaient à gauche. Et puis, les ministres des Affaires étrangères, je crois la présidente de l'Assemblée nationale, le ministre de la Défense français, et puis notre ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Communication, ils étaient tous là. Ils ont donc eu ces déjeuners. Je crois qu'il n'y a pas eu polémique. Enfin, il y a eu polémique parce que les gens n'avaient pas l'info. C'était pas cela parce qu'il n'y a pas eu autant de personnes. Les gens étaient entrés normalement et voilà. Voilà, les détails que je vous donne sont des détails vérifiables et je ne vais nourrir le moulin des personnes. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Willy Kalinga qui a accompagné la délégation du chef de l'État en tant que journaliste. Il est en train de nous donner son point de vue concernant cette problématique, le manque d'organisation, désorganisation, et nous avons la vraie version.
De retour sur ce plateau, nous sommes en connexion avec Paris où nous recevons Willy Kalengai. Quel a été l'objectif de ce voyage du président Félix Tshisekedi à Paris, sachant que l'opinion pense que la France soutient par exemple le Rwanda, sachant que à la dernière rencontre entre le président français et le président congolais, il y avait un peu d'étincelles dans l'air. Je crois que ce voyage avait la vertu de la clarification. Et je pense que ce qui s'est passé l'année passée à Kinshasa, nous avons tout suivi. Le président Tshisekedi n'avait pas lésiné sur la dureté des mots pour qualifier ce qu'il pensait lui être un peu de la complaisance internationale à l'égard du Rwanda qui soutenait les M23. Évidemment, vous savez très bien que la France a toujours dit qu'elle n'était pas partie prenante dans ces conflits, qu'elle jouait effectivement à l'apaisement de tout le monde et qu'elle allait œuvrer par rapport à sa position de membre permanent du Conseil de sécurité pour que le calme et la paix reviennent dans la sous-région. Mais il était question quand même que la France puisse affirmer, du haut de sa puissance, puisse affirmer qu'elle était qu'elle n'était pas, en fait, qu'elle était engagée dans les processus de paix. Donc, cette visite, qui est une visite officielle, a permis aux Congolais d'obtenir de la France un engagement clair et précis que la paix ne pouvait revenir dans la sous-région que si le Rwanda retirait ses troupes du territoire congolais. Et je crois que ceux qui ont suivi le président Macron l'ont entendu clairement le dire. Il ne l'avait jamais dit avant, en tout cas pas devant les autorités congolaises. Et maintenant, par rapport à l'agenda du chef de l'État, comment l'agenda du chef de l'État est passé là-bas à Paris? Quels ont été les éléments importants à présenter au peuple congolais? Bon, il faut dire que le président est arrivé ici avec un agenda qui était relativement, comme je peux vous dire, relativement chargé, parce que la rencontre avec le président Macron était la rencontre clé. C'était la rencontre phare, avec laquelle rencontre vous avez suivi toutes ces déclarations qui ont été menées. Mais il y avait aussi quelque chose d'important qui avait été organisé, nonobstant les rencontres au niveau de la Défense, parce que le président est allé visiter l'école de guerre ici en France, avec le ministre de la Défense français. Il y avait aussi l'Assemblée nationale, où le président était accompagné du prochain président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, qui était là aussi, parce que d'une manière ou d'une autre, il prenait ses marques. Mais il y avait, et ce qui est plus important pour nous, il y avait une table ronde qui réunissait les MEDEF et le gouvernement congolais. Donc, les entrepreneurs français étaient réunis autour du gouvernement français parce que l'événement a eu lieu hier déjà au niveau de Bercy, donc au ministère des Finances de la Cour de France,
pour pouvoir discuter en présence du président de la République des conditions d'un retour du monde des affaires français sur l'espace congolais. Je crois que ça a été quelque chose d'important, ce qui a permis aux Français de s'exprimer et aussi aux Congolais d'expliquer les conditions qu'ils ont mis en place pour accueillir les investissements français. Willy Kalengai, nous allons prendre un cas concret, la cartographie des minerais de la République démocratique du Congo ou inventoriés par la France. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une porte ouverte encore à l'hégémonie française sur les richesses de la RDC? Et la seconde question, quel est l'objectif poursuivi par l'État congolais en proposant indirectement à la France de pouvoir gérer les richesses de la République démocratique du Congo? Bon, je crois que vous êtes allé un peu vite dans la globalisation. Il y a eu effectivement un contrat signé entre le BRGM et la GECAMINE. C'est le premier contrat qui a été signé. La GECAMINE, c'est l'entreprise de l'État congolais et qui a un potentiel important avec lequel cette GECAMINE veut accroître la production. Aujourd'hui, on n'a pas confié à la France de gérer les ressources naturelles du Congo, loin de là. Ce qui a été fait, c'est que moi j'ai vu, ce que j'ai vérifié, c'est que le BRGM, qui est un service français de géologie, a eu aura la possibilité d'aller expertiser ce qu'on appelle les rejets de la GECAMINE, parce que la GECAMINE, tout au long de son existence de près de 100 ans, avec les technologies de l'époque, il y avait effectivement des minerais qui étaient exploités, les rejets étaient entreposés dans ce qu'on appelle les terrils. Ceux qui connaissent Lubumbashi, ils connaissent la montagne noire. À côté de cette montagne, vous avez des terrils, hein, vous aviez un exutoire de fumée qui existait. Mais tout au long de cet espace de la province du Grand Katanga, vous avez à peu près autour de 500 endroits où se trouvent les terrils. Ces terrils-là contiennent des minéraux. Parce que quand on a commencé à exploiter ces minéraux, on n'avait pas la capacité de tout extraire. On extrayait et on avait peut-être un contenu de 2-3%. On sortait les métals, mais les restes n'étaient pas jetés. Il est donc dans ce contrat qui a été signé avec la GECAMINE, le BRGM va venir pour certifier ces terrils, pour que ces terrils-là obtiennent ce qu'on appelle le permis d'exploitation des rejets, le PR. Ce permis d'exploitation des rejets va revenir à la GECAMINE. Ce n'est pas aux Français de prendre ces minéraux. Les Français vont aider par la technologie, par les drones, par les méthodes aujourd'hui d'investigation et surtout d'exploration, permettre à certifier ces différents permis d'exploitation des rejets. Et ainsi, ils auront en tout cas permis, parce qu'aujourd'hui, ces rejets sont pratiquement volés. Vous voyez, les gens arrivent dans les différentes zones où il y a les rejets, prennent par camion entier et vont alimenter soit des fours illégaux, soit exportent ça à l'extérieur. La GECAMINE ne pouvant se retrouver qu'avec zéro. Alors la GECAMINE a pris cette précaution, c'est une très bonne chose. Ça permet aux Français de revenir un tout petit peu dans les jeux économiques congolais et peut-être d'éviter qu'on puisse leur accuser de soutenir, parce que s'ils ont la main à la pâte, eh bien la France sera obligée de défendre son contrat. Donc, par là, vous voulez sous-entendre, par exemple, aller vraiment exiger au Rwanda de ne plus sévir à l'est de la RDC par rapport aux minéraux. Mais bien sûr, parce que si la France, si elle est partie prenante dans les jeux économiques congolais, mais la France va être obligée de pouvoir défendre ses acquis au Congo. C'est parce que justement, dans les différentes politiques passées, la France s'est sentie un peu, si je peux dire, exclue du jeu d'affaires au Congo. Peut-être, je ne le dis pas, peut-être que c'est pour ça qu'elle a obtenu une oreille attentive au-delà de la frontière vers les pays que vous venez de citer. Je crois que les intérêts économiques sont des intérêts de paix, là où les gens peuvent
trouver un intérêt économique, ils vont se battre pour qu'il y ait la paix, parce que l'argent n'aime pas les bruits. Voilà ce que je peux vous dire. Et je sais que c'est normal, le Congo devrait, dans une certaine mesure, réfléchir quant à la redistribution des cartes. Parce que si vous donnez les cartes constamment à des personnes qui pensaient en avoir droit, mais qui n'ont plus, ils peuvent devenir des ennemis. Willy Kalenga, nous restons toujours dans les volets économiques. Quelles sont les entreprises, à part celles que vous venez de nous dire, qui ont été conviées à la rencontre du chef de l'État? Et est-ce que ces entreprises sont respectives par rapport aux propositions congolaises? Alors, il y avait toutes les entreprises françaises, des plus grandes entreprises françaises, parce que le MEDEF était représenté. Et je vous ai cité d'abord le Bergem, qui a signé un contrat avec la Gécamine, mais tout de suite après, il y avait une autre signature, c'était avec Metrokin. La Metrokin, on en a beaucoup parlé au Congo, c'est cette entreprise qui va travailler pour la mobilité à Kinshasa en construisant 300 km de chemin de fer à l'intérieur de la ville de Kinshasa. Ainsi dégager un certain nombre des voies qui sont aujourd'hui obstruées par les embouteillages, par le mauvais état de route. Metrokin donc a été mise en place depuis, je crois, il y a 2 ans, mais ne parvenait pas à trouver des financements pour pouvoir commencer. Et le contrat qui a été signé, c'est entre Metrokin et un autre partenaire, mais surtout le plus important en France, c'est Alstom. Alors, je disais que Alstom, c'est l'entreprise française qui s'occupe de la construction des chemins de fer, la construction des trains, et ils sont les spécialistes du train à grande vitesse. Ils ont donc signé ce contrat avec Metrokin, et je pense que ce sont les deux choses qui ont été obtenues directement. Mais les entreprises françaises ont formulé un certain nombre de craintes, et les plus importantes de ces craintes tournaient autour du climat des affaires, et devant les entreprises françaises, le chef de l'État a dit qu'il allait mettre un observatoire carrément pour pouvoir aider, et il allait intervenir. Il a même pris une anecdote qui a fait rire l'ensemble des participants, qu'il allait intervenir à la vitesse d'un pompier, là où il y avait des problèmes avec ce qu'on peut appeler les climats des affaires. Donc, les Français ont formulé effectivement le désir de venir au Congo, mais ils ont été quand même contents d'entendre que le Congolais avait déjà posé les fondamentaux, c'est-à-dire que pour faire les bonnes affaires, il faut qu'il y ait une population qui soit instruite et qui soit formée, parce que la main-d'œuvre doit être qualifiée. Donc, la gratuité de l'enseignement, pour eux, c'était un argument de taille pour pouvoir décider des investissements qui vont venir. Et puis après, il y a eu cette question de la santé universelle. Hein. Bon, évidemment, les projets n'est pas encore achevé, mais les quelques rudiments qui ont été mis en place ont permis aux Français de se dire, si nous venons dans 5-10 ans, nous restons 10 ans dans ce pays, nous aurons l'appui d'une population formée, parce que l'école va quand même être donnée, et puis nous aurons la possibilité d'avoir une population en bonne santé. Ce sont des conditions de départ, ce sont des conditions qui sont importantes, qui sont demandées à tous les pays. Hein. Vous voulez que les gens viennent chez vous pour investir, eh bien, assainissez l'environnement, combattez la criminalité, combattez la corruption, mais surtout, donnez la formation à votre population. Tous ce sont des messages qui ont été quand même très sensiblement développés. Et d'ailleurs, au niveau du Congo, il y a le directeur général de l'Agence nationale de promotion de l'industrie, M. Anthony Kinzo, qui a vraiment montré les efforts depuis 2-3 ans que le gouvernement de la République est en train de concevoir pour pouvoir assainir le climat des affaires et augmenter la cotation. Voilà ce que je peux vous dire de ce qui s'est passé effectivement hier. C'était avec les MEDEF, et je crois que les B2B, donc les entreprises et les cadres congolais qui sont venus, ont continué à discuter et à signer des accords. Évidemment, nous n'avons pas encore l'ensemble des accords, parce que la mission vient à peine de se terminer à Paris. Il faudra donc que nous ayons le temps d'un débriefing, des vérifications, pour pouvoir nous donner une idée de l'ampleur exacte de ce qui a été discuté. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Paris et Dallas, où nous recevons pour vous Willy Kalenga, qui a accompagné le chef de l'État à Paris dans la visite officielle du chef de l'État.
De retour sur ce plateau, nous sommes en connexion entre Dallas aux États-Unis d'Amérique et Paris en France, où nous sommes en train de débriefer la visite officielle du chef de l'État congolais à Paris. Willy Kalingai, il y avait aussi la diaspora congolaise qui a été conviée. Quel était le message à la diaspora congolaise, les entrepreneurs congolais, ceux qui ont la double nationalité et ceux qui sont toujours congolais? Quel était le message du chef de l'État à la diaspora? Vous savez, le président venait de terminer, pas très très longtemps, une rencontre avec les Congolais. D'abord les Congolais de France et puis les Français qui sont d'origine congolaise. C'était un message toujours d'appel à croire à son mandat. Il est venu ici pour pouvoir expliquer la démarche qui est la sienne, pour établir la paix dans le pays, pour pouvoir créer les conditions d'un retour de la prospérité, pour combattre la crise, combattre tous les problèmes, la pauvreté, qui est malheureusement encore très, très, très dense au niveau du pays. Donc, les Congolais, surtout les Congolais d'ailleurs, qui sont ici en France, ont aussi expliqué les problèmes auxquels ils sont soumis. Ils ne se sentent pas parfois accompagnés par les missions consulaires. Il y en a d'autres aussi qui estiment que le Congo reste encore très fermé quant à l'accueil des Congolais devenus français. Parce que vous voyez, cette question de double nationalité, ils estiment qu'ils ont la possibilité d'amener au Congo un plus-value parce que non seulement ils ont facilité d'accès à des crédits en Europe en tant que Français, mais ils peuvent aussi aider le pays. Mais dans cet aspect, est-ce que selon vous, le chef de l'État a convaincu? Vous savez, la conviction, il n'y a pas de baromètre. Hein. Il n'y a pas de baromètre. Il a dit ce qu'il avait à dire devant des gens très sensés, qui avaient des attentes énormes. C'était la gestion de l'information. Il l'a dit à son habitude, hein, nous pensons que nous commençons un peu à suivre ce mouvement, il a dit de manière sincère, comme il a toujours dit, il a expliqué à ses compatriotes la vérité de ce que lui, il avait comme information, il a fait encore les mêmes appels. Bon, maintenant, c'est aux Congolais même de savoir par rapport à ce qu'ils ont entendu, s'il les a convaincus ou non. Ça, c'est maintenant les combats personnels. Chacun devra, d'une manière ou d'une autre, nous avons regardé simplement les éléments d'information, les éléments de langage. Y a-t-il des choses qu'il n'a pas dit à son peuple? J'ai dit non. Tout ce qui était important, il l'a dit, sur la crise, sur la gouvernance, sur le combat qu'il faut mener, mais sur la solidarité qui est attendue. Tous les 6 piliers de son programme ont été passés en revue. Bon, les Congolais aussi sont souvent déçus parce qu'ils attendent que les autorités apportent des solutions toutes faites. Mais ce n'est plus possible aujourd'hui. Tout doit se faire en collaboration. Il faudrait que tout le monde mette un peu l'eau dans son vin pour que le pays retrouve sa force de proposition. Aujourd'hui, les Congolais sont beaucoup plus dans les querelles entre partis, des querelles d'ambition. Ils ne travaillent plus ensemble. Ils sont chacun dans sa paroisse. Et l'énergie qui est développée pour se combattre entre eux
est supérieure à l'énergie qu'ils ont pour pouvoir transformer leur pays. Donc, je pense que le temps est peut-être venu pour que les Congolais regardent où se trouve l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même aujourd'hui la capacité de chaque Congolais d'apporter des solutions aux problèmes qui sont existentiels. La menace qui pèse sur le pays est une menace sérieuse. C'est une menace de disparition de l'État congolais. Alors, moi, je me dis, quitte à ne pas être conscient, nous devons tous nous battre pour y arriver. Willy Kalenga, est-ce que l'absence du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, n'a pas pesé dans cette visite officielle? Parce qu'on se pose la question, peut-être il avait plus de données, plus d'éléments à apporter, parce que selon les informations, il a été débarqué tout en allant. Donc, nous ne savons pas s'il a pu avoir donné les dossiers qu'il pouvait présenter en France. Est-ce que son absence a pesé? Si son absence a pesé, c'est que la présence du chef de l'État n'était pas importante. Non, le chef de l'État avait été briefé. Son ministre a travaillé pendant des mois et des mois pour préparer cette réunion. Tous les dossiers, je pense, je l'ai vu, tous les dossiers ont été traités comme ça a été préparé. Les rencontres, les salles, tout avait été mis en place par le ministre des Finances. Je pense que c'est vrai que peut-être sa personne aurait pu apporter un brin de plus, mais je crois que personne ne peut dire que sa présence est totalement indispensable, qu'elle ne peut pas être remplacée. Le ministre n'était pas là, mais je crois que le travail qu'il avait fait parlait pour lui, parce que les gens de MEDEF avaient les dossiers, ils savaient de quoi ils parlaient. Et cette réunion, surtout avec la table ronde, a été une réunion d'expertise de haut niveau. Et puis, il y avait d'autres Congolais qui travaillent avec le ministre des Finances. Oui, Kalenga, d'expertise de haut niveau lorsque celui qui a monté le dossier travaillait jour et nuit et à la dernière minute, parce que si il était informé qu'il n'allait pas voyager, on n'allait pas les débarquer, il allait rester chez lui, attendre que l'on puisse l'approcher chez lui. Donc, si il est arrivé jusqu'au pied de l'avion ou peut-être monté dans l'avion, nous n'étions pas là, qu'il soit débarqué pour une raison ou pour une autre. Donc, quelque part, il y a une harmonisation dans l'organisation des choses à Paris qui n'a pas été faite selon le programme. Écoutez, le ministre peut-être a eu, je ne connais pas, je suis à On ne connaît Paris, pas la raison. on ne connaît pas les raisons, mais nous savons tous qu'il y a cette question qui a défrayé la chronique autour de l'argent qui serait détourné pour les forages, etc. et tout ça. Vous savez, nous sommes des journalistes, hein, nous devons prendre la précaution maintenant de dire les choses que nous avons vérifiées. Nous devons éviter de tomber dans la polémique parce que, d'une manière ou d'une autre, ce qui est mis en jeu, c'est quand même la vie de notre nation, la dignité des hommes et des femmes qui ont décidé de servir l'État. L'État, c'est quand même un grand service. Moi, je ne disculpe personne, mais je considère qu'à l'état actuel du dossier, nous devons nous garder de faire des commentaires. Je sais que j'ai vécu à Paris quelque chose comme des réunions qui se sont passées. Je ne peux pas évaluer pour savoir si les ministres étaient là, qu'est-ce qui serait passé. Parce que le ministre a préparé tout ça pour le président de la République. Et le président lui-même est venu et lui-même a assumé le rôle qui lui avait été donné. Je crois que c'est cela qui est important. Parlons maintenant RDC, c'est vrai que c'est la continuité. Nous totalisons à peu près 100 jours sans formation de gouvernement. Quelle est votre analyse par rapport à ce fait? Le président Félix Tshisekedi a été élu. Après des tractations, nous avons eu Madame Judith Tuluka, première ministre, mais le gouvernement tarde. Est-ce que cela n'a pas d'implication sur le vécu de la société congolaise? Est-ce que aussi auprès de la France, d'autres communautés, auprès des investisseurs, est-ce que cela aussi permet d'avoir confiance à l'État congolais si déjà des questions telles que la formation du gouvernement peut tourner en longueur et en largeur sans savoir pourquoi? Vous savez, la Belgique est restée 9 mois sans gouvernement. 9 mois sans gouvernement. Pourquoi ça n'a pas posé de problème? Parce qu'en Belgique, l'État fonctionne, l'administration fonctionne. Alors, notre système de mise en place des institutions, c'est celui-là qu'il faut comprendre. Le président a été élu et, en même moment, on a élu aussi des députés. Il fallait d'abord qu'il y ait une majorité qui soit dégagée.
Et cette majorité, il fallait qu'il y ait un Premier ministre qui a été... Mais le Premier ministre est responsable devant le Parlement. Le Parlement n'ayant pas encore son bureau définitif, n'étant pas constitué, même si vous faites un gouvernement aujourd'hui, il doit aller se positionner, être investi par qui? Il y a donc un délai de 3 4 mois, d'ailleurs ça s'est fait aussi dans les autres législatures. Il y a un délai logique qu'il ne faut pas dramatiser. Le pays n'est pas sans responsable. Le chef de l'État est toujours là. Le gouvernement Sama Lukonde a été autorisé de continuer à prendre des décisions. Le président est arrivé à Paris avec des ministres en fonction, mais de l'autre gouvernement. Je pense qu'il faut simplement cesser de trouver la polémique de manière permanente. Un État, ça se construit. Un État, c'est la continuité de l'État. C'est vrai que ce que nous attendons tous, c'est que la Première ministre qui a été nommée puisse déployer son nouveau programme. Il y a une soif de nouveauté, il y a une soif de changement, il y a une soif d'innovation, mais on n'a pas tué le pays. Le Premier ministre Sama Lukonde continue quand même à fonctionner. Les différents ministres travaillent. Les administrations sont en place. Le fait qu'un gouvernement prend du temps pour être mis en place, c'est du domaine de la politique intérieure de chaque nation. Ce n'est pas un sport. C'est la force qui est mise en place pour trouver des équilibres entre plusieurs intérêts. Nous avons quand même eu beaucoup de groupes politiques qui ont fonctionné pour mettre en place la majorité. Il faut prendre le temps de faire quelque chose de bien. C'est vrai que je ne pense pas qu'en traînant le pas, on puisse réussir. Mais je crois que chaque pays a son rythme. Chaque pays a son rythme. Et il ne faut pas que les Congolais aient tendance à croire que ce qu'ils font chez eux est toujours mauvais. Et que rien au Congo ne peut être fait comme modèle que d'autres peuvent envier. Demandez à d'autres pays. Je vous ai dit que la Belgique elle-même avait fait 9 mois sans gouvernement. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Willy Kalengai depuis Paris. Il est de la délégation du chef de l'État qui était en visite officielle à Paris. Nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges avec Willy Kalengai. Le chef de l'État est arrivé à Paris où il a vu son homologue, il a échangé avec son homologue Emmanuel Macron. Willy Kalengai, c'est déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Nous allons parler des questions qui touchent la nation, surtout cette problématique de détournement et de corruption. Selon vous, quelle est l'approche que l'on devrait faire pour diminuer tant soit peu ce phénomène de détournement et ces phénomènes que chaque année, chaque mandat, ça ne fait que prendre de l'ampleur, malgré les efforts de l'IGF, malgré les messages et les appels du chef de l'État congolais? Un pays, ça fonctionne sur 2 axes. Ça fonctionne sur la productivité. Vous avez des entreprises qui produisent énormément de biens et services et qui contribuent à la mise en place d'un budget. Parce que par les taxes et les impôts, un pays obtient les moyens qu'il faut pour sa politique. Les moyens ainsi obtenus doivent être affectés de manière cohérente, de manière efficiente.
Mais l'utilisation des moyens doit être suivie par des contrôles. Et je pense que ce qui a manqué le plus dans le pays, c'était le côté du contrôle. Le premier grand contrôle, et c'est celui qu'exerce le Parlement sur le gouvernement. Et nous pouvons reconnaître cette faiblesse majeure que l'ensemble des législatures que nous avons connues jusqu'aujourd'hui n'ont pas excellé dans la mise en place des procédures de contrôle de l'action gouvernementale. C'est ça qui a fait que être gouvernement passait pour être une autorisation à l'impunité. Les ministres pouvaient faire ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas de contrôle. Mais nous avons un contrôle a posteriori. Ça signifie que, à part le Parlement lui-même, qui doit contrôler les gouvernements, alors vous voyez, la mise en place du gouvernement pose problème parce que beaucoup de ministres viennent des groupes politiques et leurs patrons sont des ministres. Donc, vous allez contrôler ceux qui vous ont fait élire. Ce sont des difficultés que nous rencontrons. Mais les institutions ne doivent pas se donner le luxe d'être contaminées par les relations individuelles. Il y a la Cour des comptes qui doit, chaque année, elle doit devenir une vraie Cour des comptes. Ça signifie être capable de faire des jugements, parce qu'une Cour des comptes n'est pas que la réduction des comptes à la fin de l'année, c'est aussi de suivre les comptables d'État, de voir ce qui a été mis en place, de faire des procès pour la gestion de l'État, et la Cour des comptes doit fonctionner. À part la Cour des comptes, nous avons le CNRF. Le CNRF qui est aujourd'hui une cellule pour pouvoir combattre la criminalité et de ce qui s'est fait dans le pays et qui empêche à ce que tous les capitaux étrangers qui arrivent, etc. Le CNRF existe. Vous avez l'IGF qui fonctionne et qui, quand même, a été beaucoup plus dans l'éclat de la lumière, mais c'est aussi c'est un instrument de contrôle. Le contrôle est insuffisant dans le pays, c'est ce qui fait que les détournements, la concussion, et tout ça, ça entre dans le combat. Mais il y a la police aussi, au quotidien, qui doit être réformée de manière à ce qu'elle puisse être un instrument de contrôle de la bonne citoyenneté et surtout de la bonne contribution du Congolais sur le pays. Nous avons donc un problème de civisme fiscal, un problème de contrôle posteriori qui permettra à ce que les choses changent. Je ne pense pas qu'un pays combat la corruption par des spectacles. Je pense que la corruption, elle diminue là où on a mis des couloirs de lumière. Vous voyez, par exemple, dans certains pays, dans certains coins de la République, il faut des caméras de surveillance. Si vous mettez des caméras de surveillance partout à l'aéroport d'Ndjili, par exemple, alors tous les petits bakshish qui passent à gauche, à droite, de main en main, vont diminuer parce qu'il y aura des preuves. Nous avons donc de la technologie aujourd'hui, nous sommes en train de numériser. Je vois que beaucoup de gens sont en train de comprendre en numérisant les factures, en permettant les paiements monétiques, en permettant le numérique de se développer dans le pays, on diminue l'accès de l'humain à l'argent. Et en dématérialisant les moyens de paiement, on permet à un pays d'éviter de gérer des masses et des masses de tonnes d'argent. C'est un processus qui doit se faire dans le calme. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'un côté des diables, de l'autre côté des anges. Non, c'est ce qui n'est pas bon. Quand on fait du combat contre le détournement, on en fait un combat des shérifs, eh bien, on finit par provoquer une culture de hors-la-loi et de la dissimulation. Moi, je pense que c'est un combat qui concerne tout le monde, l'éducation civique, qui concerne les universités, mais qui concerne d'abord avant tout la réhabilitation de la capacité maximale de l'État à mettre en place des instruments de contrôle. Le contrôle est inévitable, le contrôle est indispensable, le contrôle est la clé pour une bonne gestion des finances de l'État. Willy Kalenga, et nous terminons par là. Nous avons vu, surtout sur les réseaux sociaux, certains Congolais détenir leur carte d'identité. Ça faisait longtemps que les Congolais n'avaient pas de carte d'identité. Est-ce que vous avez la vôtre? Non, pas encore, parce que bon, ça a repris il n'y a pas longtemps. Je crois que en Irlande, je pourrais le faire, mais je pense que ça a été quand même fait de manière trop lente. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'explications, mais j'ai appris aussi que tout ce qui s'est fait pour la population, malheureusement, n'est pas exempt des suspicions, des gestions personnelles du bien public. Donc, même là, il n'y a pas eu toute la clarté. Je crois que
la carte d'identité, c'est une des clés, parce qu'il faudrait que nous ayons non seulement une carte d'identité, que nous ayons un numéro d'identification nationale. Et ce qui permettra, c'est que chaque Congolais ait une pièce d'identité, a un numéro d'impôt. Ce sont des choses qui sont des réformes majeures. Si chacun a un numéro d'impôt, alors nous allons donc non seulement demander aux entités qui produisent de contribuer à l'État, mais chaque citoyen de ce pays devrait à un moment donné se poser la question qu'est-ce qu'il contribue pour l'effort général de maçon des recettes. Voilà ce que je peux vous dire. Willy Kalengai, un dernier mot pour mettre un terme à ce programme. Nous savons que ça ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis venu comme journaliste. Je suis venu comme journaliste pour pouvoir couvrir un peu ce voyage d'État. Je considère que ça a été quelque chose de bien parce que, toute proportion gardée, quand vous avez des suspicions sur un État et que vous pensez que cet État-là ne fonctionne pas dans vos intérêts, il faut aller à la rencontre de ceux qui ne croient pas en vous, qui parlent mal de vous, ou voire même ceux qui agissent contre vous. La France et le Congo ont une histoire commune qui est assez importante. Il fallait lever les équivoques. Vous savez que depuis 98, c'est la France qui est on peut dire ici un peu le writer de toutes les résolutions qui ont été prises en faveur du Congo au niveau du Conseil de sécurité. Le Congo a donné beaucoup à la France. N'oubliez pas que quand la France avait été attaquée du temps de la Deuxième Guerre mondiale et que les forces de l'Axe avaient pratiquement occupé ce pays, les Congolais, nos ancêtres, nos grands-parents, sont allés mourir dans je peux dire, dans des batailles essentielles pour pouvoir défendre ce qui était à l'époque un monde libre. La France aussi, en 97, en 77, la France avait, pour protéger le Congo, envoyé dans notre pays, à l'époque Zaïre, la Légion. Donc, nous avons une histoire commune qui a été perturbée généralement par la coalition entre la France et le Rwanda. Mais pour le moment, il est possible d'organiser une rencontre avec les Français qui soit une rencontre d'adultes et que les clichés réducteurs qui font légion ici en Europe sur le Congo ne soient plus en usage. Nous devons à ce Congo la liberté, nous devons la vérité, nous devons le respect. C'est un grand pays, c'est un grand peuple. On ne devrait pas nous réduire constamment à des pays sans conviction. Un grand merci, Willy Kalengai. Merci. De partout où vous nous avez suivis, nous avons reçu pour vous Willy Kalengai depuis Paris. Willy Kalengai était de la délégation du chef de l'État en visite officielle à Paris. Restez branchés à nos programmes. À la prochaine. Suivez-nous sur Géopolis et sur toutes nos plateformes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.